docteur en sciences et ingénierie des matériaux, ingénieur civil en mécanique et productique, travaille également en corrélation sur des procédés et microstructures et propriétés pour alliage complexe en conditions hors équilibre, titulaire de plusieurs publications dans des journaux scientifiques, membre de comités scientifiques et sociétés savantes, Jérôme Chufang Chuenzhang nous parle de l'aérospatiale et du génie mécanique. Bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4. En tant qu'ingénieur dans l'industrie de pointe, qu'est-ce que le métier d'ingénieur? Bonjour téléspectateurs de Vision 4 et merci déjà, merci pour cette émission. Donc la question qui m'est posée de savoir ce qu'est le métier d'ingénieur, je dirais de manière synthétique que l'ingénieur c'est celui qui propose des solutions techniques à un problème qui lui a été suggéré. Donc il a pour ça des outils qui lui sont présentés au cours de sa formation et qui lui permettent de faire en sorte que la solution soit pérenne. Donc il a aussi pour mission, au-delà de la proposition de solution qu'il peut faire, de pouvoir l'évaluer lui-même et de donner des pistes potentielles d'amélioration. Donc on lui demande une solution, pas nécessairement plusieurs, mais il doit pouvoir l'auto-évaluer. Donc je rajouterai aussi que le métier de l'ingénieur touche beaucoup de domaines, mais en règle générale, celui qui a un diplôme d'ingénieur dans une branche définie n'a pas besoin d'obtenir un deuxième diplôme d'ingénieur, parce qu'au cours de sa formation, avec les outils qu'on lui donne, il a la capacité à comprendre les problèmes et à s'auto-former. Donc ce qui permet de réaliser aussi que l'ingénieur peut être relativement polyvalent. Donc les solutions peuvent être dans différents domaines, chimie, industrie, construction, alimentaire et ainsi de suite. Vous êtes ingénieur en aérospatial et génie mécanique. De quoi s'agit-il? De manière plus précise, je suis attaché de recherche dans le département aérospatial et mécanique de l'Université de Liège. Donc mon métier au quotidien a deux aspects. Il y a le volet recherche appliquée, donc en collaboration avec les industries. Donc on a des projets de recherche. Il y a un autre volet qui est expertise. Donc expertise pour des problèmes de rupture ou de corrosion. Donc il y a les deux pendants. Pour le premier volet qui concerne la recherche appliquée en collaboration avec l'industrie, on peut s'occuper de jeunes chercheurs, donc en fin de formation, stagiaires, mémorants, mais on peut aussi s'occuper de docteurs. Donc, l'aérospatial et la mécanique, le génie mécanique. Je dirais que l'aérospatial, c'est tout ce qui concerne la fabrication et la conception de, on va dire, véhicules pour le spatial. Il y a un autre pendant qui est l'aéronautique, donc là c'est la navigation aérienne et ce sont des avions tels que les particuliers peuvent les connaître parce qu'ils les prennent plus souvent. L'aérospatial, fusée, lanceur et puis satellite. Donc c'est ces deux volets-là. Et puis aéronautique, mais surtout propulsion, donc turbomachine et propulsion. Donc le génie mécanique ou la mécanique, ça concerne la conception des pièces, fabrication, usinage, conception des pièces aussi. Maintenant, je dois dire que dans le département où je me trouve, au sein de l'Université de Liège, cette dénomination reflète aussi l'orientation qui est apparue au cours du temps. Donc historiquement, le volet aérospatial qui donne son nom au département, c'était un volet développé il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et dans ce cadre-là, c'était beaucoup d'outils de simulation numérique au tout début. Donc outils de simulation numérique que par élément fini. Le département a porté à un moment donné le nom d'un laboratoire qui avait développé un logiciel, SAMSEF, dont il n'est plus propriétaire au jour d'aujourd'hui parce qu'il a totalement vendu à l'industrie. Donc on a fait beaucoup de simulation numérique, et ça veut dire quoi, simulation numérique? C'est-à-dire que c'est l'approche qui est utilisée pour reproduire les phénomènes qu'on ne souhaite pas faire expérimentalement à cause de leur complexité. Et ça aide à la décision. Donc quand on est capable de simuler les écoulements, par exemple, de fluides, ça peut être des fluides dans les moteurs, ça peut être aussi des fluides
liquide, donc dans la marine, on va dire, fluide compressible ou incompressible, ou ça peut être des simulations pour des comportements de pièces aussi, donc des pièces mécaniques. Ça peut être une pièce d'une voiture, je dirais, donc un axe, ou même une pièce moteur, simulation du comportement de moteur. Ça aide finalement à concevoir ou à finaliser la conception de pièces. C'est pour ça qu'on fait de la simulation, mais il faut dire que ça nécessite des outils coûteux. Ça nécessite des outils coûteux, ça nécessite des compétences aussi qu'il faut développer. Donc ça, c'est pour le volet simulation, je dirais. Maintenant, il y a un autre volet, parce que j'ai parlé de la mécanique, même si on peut faire la simulation mécanique aussi, et en termes de comportement. Il y a un autre volet qui est le volet fabrication. Donc le département s'occupe de certains volets fabrication. Et moi, je suis en fait un peu à mi-chemin entre les deux, parce que finalement, je suis métallurgiste matériaux métalliques, et on est à mi-chemin entre ce qu'on fait en simulation et ce qu'on peut faire en fabrication. Donc ma position me permet d'interagir avec ceux qui font la simulation et aussi avec ceux qui font la fabrication. Le volet matériaux est important dans la mesure où on doit faire des choix ou des sélections de matériaux pour lesquels on peut soit améliorer les propriétés, soit en trouver de nouveaux. Donc je m'étendrai dessus un peu plus loin avec le volet fabrication additive. Quel est le rôle de l'aérospatiale dans l'industrie aéronautique? Ce que je peux dire en termes de rôle, ici, je prendrai l'exemple plutôt d'un avion en tant que tel, donc parce que beaucoup de personnes se familiarisent ce que c'est qu'un avion. Le rôle qui peut être joué, en tout cas au sein du département et du métier d'ingénieur aérospatial, peut être d'intervenir au niveau, par exemple, des simulations pour le comportement du moteur, turboréacteur en général. C'est une des pièces de l'avion, donc, pour lesquelles nous menons beaucoup de travaux. Je parle au sein du département. Et donc, le rôle qui peut être alloué à ce moment-là, ça peut être l'amélioration des performances. Quand je dis performance, il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, les contraintes évoluant toujours, et je rappelle que c'est les contraintes qui font le progrès technique. Donc, on peut se souvenir qu'on a par exemple un agenda qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. L'aviation, mais l'automobile aussi peuvent être directement concernés. Et de ce point de vue-là, on a donc demandé aux avionneurs de s'engager à réduire eux aussi leur pollution. Donc, le moteur, qui est une pièce pour le moment qui est toujours de toute façon métallique, a un poids. Et donc, on peut s'engager à faire des travaux visant à diminuer le poids de ces moteurs-là, ou alors améliorer les performances aussi. Donc, la simulation peut aider, mais le volet expérimental aussi associé peut permettre notamment d'apporter des résultats qu'on peut déjà mesurer au jour d'aujourd'hui dans les avions. Donc, il peut y avoir une intervention sur le moteur en termes de performance et de diminution de poids, parce que le poids fait la consommation de carburant. Mais il y a aussi des aspects dans la carlingue même de l'avion et à l'intérieur. Donc, on a aussi fait des améliorations en diminuant de manière substantive la contribution des matériaux métalliques à l'intérieur de l'avion. Je dois rappeler que pour ce qui concerne la carlingue, elle est encore au jour d'aujourd'hui composée d'aluminium. Si c'est l'aluminium, du moins d'alliage d'aluminium, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est plus léger par exemple que l'acier. Donc les alliages d'aluminium permettent d'avoir déjà ce gain de poids là, mais à l'intérieur, donc dans le cockpit et autres, on voit apparaître de plus en plus d'autres matériaux de type composite qui permettent aussi donc ce gain de poids là. Donc les directions dans lesquelles on peut aller peuvent consister à améliorer les performances d'un outil, d'un turboréacteur par exemple, mais on peut aussi améliorer les propriétés des matériaux et des associations qu'on peut faire entre composites et matériaux métalliques de manière à avoir des gains de poids. Donc voilà dans les grandes lignes en quoi on peut être utile au niveau de l'aéronautique
Et pour l'aérospatial, donc les lanceurs, c'est pareil. Il y a le volet lanceur, propulsion, et puis il y a les volets satellites. Même dans les satellites aussi, il faut noter qu'il y a des améliorations qui sont faites de manière constante, parce qu'il faut vous imaginer que les satellites, en l'occurrence, l'atmosphère dans laquelle il est situé, c'est une atmosphère où il y a des contraintes, notamment thermiques, mais aussi de résistance. Donc on est relativement froid dans ces atmosphères-là, et il faut qu'ils tiennent un certain temps. Donc celui qui lance un satellite pour la télécommunication, par exemple, ne souhaite pas le voir hors d'usage au bout de 2-3 ans. Donc il faut qu'il tienne sur la durée. Vous qui êtes dans le domaine, quels sont les matériaux nécessaires à la fabrication des pièces pour des avions? Pensez-vous que l'Afrique pourra se doter d'une telle technologie de pointe? Le Maroc fait figure de plaque tournante dans ce domaine. Plusieurs volets à cette question. Donc, le premier volet, c'est sur les matériaux utiles ou nécessaires. Si je reviens sur l'exemple de l'avion, j'avais parlé de l'aluminium. En termes de proportion, de pourcentage, globalement, on a encore à peu près 60 à 70% de matériaux en aluminium qui rentrent dans la composition d'un avion. J'avais parlé des moteurs tout à l'heure. Les moteurs, ça ne va pas être l'aluminium du tout. Ça va être des matériaux de type titane ou des super-alliages de nickel, par exemple. On utilise toujours encore de l'acier. Donc dans les avions, ça va être le cas pour les trains d'atterrissage et autres. Le reste de la composition, la constitution de l'avion, j'ai parlé de matériaux à l'intérieur dans les cabines et autres. On aura beaucoup de composites, on aura des polymères aussi. À partir du moment où ça devient plus léger que les matériaux métalliques, c'est toujours intéressant. Sièges et autres, ça va être ce type de matériaux-là. L'ossature du siège sera toujours métallique, mais tout autour, on va pouvoir avoir des matériaux un peu plus légers et résistants. Donc, au niveau des matériaux, de base, j'ai donné des noms de matériaux, mais je dois rappeler que autant certains pourront reconnaître des désignations de matériaux, aluminium, j'ai dit acier et autres, autant il faut noter que dans le domaine de l'aviation en particulier, mais pas seulement, la matière de base n'est pas celle qui est réellement utilisée. On doit faire des alliages et faire des améliorations ou des procédés de fabrication pour générer les propriétés qui sont intéressantes. Et c'est aussi dans ce domaine-là que la valeur ajoutée se crée. Donc je fais ici le distinguo entre le matériau qu'on va dire brut, le Cameroun en l'occurrence, produit de l'aluminium, et les aluminiums, les alliages d'aluminium qu'on va utiliser dans l'avion. Donc le lingot qui va être produit par le Cameroun, par exemple, n'est pas du tout ce qui sera utilisé dans un avion comme produit fini. On va devoir le transformer et on va notamment rajouter d'autres éléments d'alliage. Donc il y a ce volet-là qui fait déjà la valeur ajoutée. Donc en termes de matériaux, donc il y a une disponibilité peut-être qui peut exister sur le brut, mais la transformation peut faire défaut. Ceci dit, pour le second volet de la question, qui consiste à savoir de quelle manière donc l'Afrique peut éventuellement se positionner, je dirais dans le cas des exemples existants, le Maroc est cité. Et le Maroc est intéressant aussi et surtout pour l'automobile, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce qu'il faut noter que dans le cadre de l'aéronautique, le Maroc se trouve en compétition avec la Tunisie. Donc, et pourquoi compétition avec la Tunisie et dans quel secteur en particulier, en ce qui concerne l'aéronautique, mais c'est valable pour tous ces secteurs-là au niveau de l'industrialisation, je dirais. On commence toujours par une espèce de sous-traitance de composants qu'on peut fabriquer dans le pays. Donc c'est comme une délocalisation qui se fait, mais ça passe par des accords avec des grands fabricants. Donc les incitants tunisiens plus intéressants que ceux du Maroc permettent à un moment donné que la fabrication de certains éléments se fasse au Maroc. Mais je dois dire que ces éléments-là, si je parle de l'avion, on considère que ça peut être des sièges en fait, des sièges d'avion, ou alors les pièces qui permettent d'habiller l'intérieur de l'avion. On ne peut pas parler du tout à ce stade de moteur, et on ne parle pas non plus du tout de pièces qui font la carlingue de l'avion,
parce que ce sont des pièces de haute technicité pour le moment et les fabricants n'entendent pas les délocaliser, en tout cas à l'état actuel des choses, en Afrique. Parce que ça fait aussi partie de ce qui est R&D et de ce qui est le corps du métier même de l'avionneur. Donc, il y a une délocalisation qui se fait et c'est des choses qui se négocient de manière bilatérale et parfois à une échelle un peu plus régionale, ça dépend. Puisque quand je parle d'avionneurs européens, en fait, il ne faut pas voir une personne, ça peut être l'Allemagne, la France, mais c'est surtout Airbus. Donc Airbus qui a une ossature européenne, on négocie des accords aussi avec l'Union européenne. Donc, est-ce que l'Afrique peut devenir une plaque tournante dans ce domaine-là? J'ai parlé des Européens avec ce qui se faisait pour le moment avec deux pays comme le Maroc et la Tunisie, mais je dois dire qu'il y a la Chine qui arrive sur ce marché-là. Et les Chinois ont la particularité de prétendre demain fabriquer des avions. Ils ont déjà des avions qui volent. En fait, quand je dis fabriquer, je voulais dire ils ont l'intention à court terme d'arriver sur le marché international. Il y a des avions chinois qui volent sur l'espace africain pour le moment, et en Chine aussi, mais qui ne sont pas encore qualifiés pour l'espace européen ou l'espace américain. Mais ce qui peut se produire aussi, parce que donc, quand on parle de collaboration, il peut y avoir des collaborations avec des Européens ou des Américains, Boeing, mais il peut y avoir des collaborations, et il y en a par ailleurs déjà, avec des avionneurs chinois. Donc l'Afrique doit pouvoir trouver en fait ce qu'elle peut présenter comme profil le plus intéressant pour devenir le centre pour fabriquer certains types de pièces. Il faut commencer par certaines pièces, mais ça doit être identifié aussi par rapport à un environnement. J'aurai l'occasion de revenir dessus un peu plus loin. Ce qui concerne le Cameroun, je dirais qu'en l'état actuel des choses, c'est un peu difficile. Parce que si j'ai cité le Maroc ou la Tunisie qui reviennent en exemple, comme pays potentiel où on commence à fabriquer des choses, cette fabrication-là, c'est faite avec une main-d'œuvre qualifiée. C'est une main-d'œuvre qualifiée qu'il a fallu former. Donc il y a un processus de formation qui permet d'avoir, à un moment donné, des personnes compétentes pour travailler dans ce domaine-là. Et il y a autre chose aussi, il y a l'environnement, je dirais. Donc, celui qui décide de délocaliser une partie de sa fabrication pour des pièces qui vont être montées dans un avion qui peut voler par ailleurs à peu près n'importe où, a besoin que ces pièces soient qualifiées suivant tout un processus. Il a aussi besoin que l'environnement permette d'être certain que s'il décide de fabriquer les pièces, parce qu'on travaille aussi beaucoup en flux tendu dans ce domaine-là, s'il décide de la fabrication des pièces, il n'y aura pas, à un moment donné, des contraintes qui vont empêcher que ces pièces arrivent au moment où elles sont attendues. Donc les contraintes qui peuvent être d'ordre légal, qui peuvent être d'ordre économique ou socio-économique, et en fait c'est tout un ensemble. Donc, et c'est pour ça qu'il parle d'écosystème. Donc en général, quand on a une usine qui est capable de produire une pièce à un endroit, eh bien, il faut imaginer qu'autour de l'usine, il y a des centres de recherche aussi, de maintenance et des centres de R&D. Et autour de ces centres, on a créé des filières de formation. Et puis autour de ces filières de formation, on a créé aussi toute une ossature qui permet que les personnes soient qualifiées pour exécuter les pièces, et y compris les filières d'approvisionnement. C'est-à-dire que si on a besoin de faire venir certains composants avant de les assembler, il faudrait qu'il y ait l'infrastructure. Elle peut être au niveau portuaire, elle peut être au niveau routier, mais il y a aussi l'infrastructure informatique et l'infrastructure au niveau logistique et matériel. Donc le Cameroun, pour répondre à la question, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est capable? Je dirais non, parce que l'écosystème n'existe pas encore. Et le cadre légal non plus. Mais le Cameroun peut se projeter, comme l'ont fait d'autres, des autres, Marocains ou Tunisiens ou d'autres pays, dans un domaine où ils pensent qu'il peut devenir intéressant et attirer des investisseurs. Votre univers de travail est dans la jonction de l'aérospatiale et le génie mécanique. Est-ce que le Cameroun peut se doter d'usines de fabrication de pièces d'échange pour l'automobile? Oui. Question qui a l'air simple mais qui comporte beaucoup de volets. Je vais toujours repartir sur l'exemple marocain pour permettre de mieux projeter ce qui pourrait arriver au Cameroun. Donc les Marocains ont décidé, il y a
une quinzaine d'années, à travers des plans stratégiques, effectivement, de devenir une plateforme pour la production automobile. Je dois dire que ça a commencé par les câbleries, donc les câbles qu'on peut trouver dans un véhicule, câbles électriques comme certains voient souvent, ainsi de suite. C'est par cela que ça a commencé. Donc ça a l'air basique, mais ça a commencé par ça. Au jour d'aujourd'hui, on monte des voitures au Maroc. Il y a une usine Renault qui avait notamment implanté la fabrication de Dacia. C'était un modèle, on va dire, entrée de gamme. Mais le Maroc avait pu se distinguer en produisant des quantités et des coûts moins élevés que la Roumanie, qui est le territoire de définition de ce modèle-là, de ce modèle et de cette marque, Dacia, qui est rentré dans le giron de Renault. Donc, et pourquoi ça s'est fait comme ça avec le Maroc? Parce que la position géographique du Maroc était telle que, en produisant au Maroc, on pouvait aussi ravitailler le marché européen. Donc, il y avait déjà une localisation géographique intéressante, mais il y a surtout que le Maroc s'est rendu lui-même très intéressant et attractif. Donc, l'État a soutenu la filière. L'État du Maroc se retrouve au jour d'aujourd'hui avec 1%, par exemple, de son PIB, qui est totalement dirigé vers la recherche et l'innovation. Ils étaient, il y a une quinzaine d'années, à 0,3%. L'Union européenne, qu'on prend comme entité, est à 2,5%. Donc, le Cameroun, dans ce secteur-là, n'est qu'à 0,04% de son PIB. Donc, je donne un chiffre qui doit permettre d'imaginer l'effort qu'il faut faire déjà pour financer ce qui est recherche et développement. Donc, le montage d'une usine se fait de manière progressive, mais arrive à la suite d'accords qui sont faits parce qu'il y a un cadre attractif qui est défini. Et ce cadre, il est lequel? Les gens qui veulent venir installer une usine sont intéressés d'avoir une main-d'œuvre qui est totalement qualifiée ou qui va être formée pour dire qu'on ne va pas nécessairement importer la main-d'œuvre pour le faire, mais le pays aussi peut jouer là-dessus. Donc le pays doit fixer le cadre légal, s'assurer aussi qu'au niveau propriété intellectuelle, il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que celui qui décide de venir produire dans un pays, je préfère dire produire dans un pays parce que on ne commence pas en fabriquant soi-même quelque chose de nouveau, en tout cas pas dans le domaine de l'automobile. Parce que tout le monde s'est toujours inspiré de quelque chose qui existait pour le développer par après. Donc le Maroc que je prenais en exemple produit des Dacia vers l'export, c'est pour l'exportation et un peu pour le marché intérieur, mais c'est à partir de là qu'on peut, avec le temps, commencer alors à développer des produits pour la zone géographique de définition même locale. Mais on commence par un exemple autre. La Corée a fait la même chose avec un modèle de voiture qui était l'Opel Kadett. Aujourd'hui, les Coréens n'ont rien envie à qui que ce soit avec Kia et Hyundai. Donc, le Cameroun, est-ce qu'il peut devenir, ou alors avoir des usines de fabrication de voitures ou dans l'automobile? On ne peut pas commencer par la voiture, on doit commencer par certains éléments de la voiture et des éléments pour lesquels il y a un accord avec un fabricant existant et qu'il accepte de délocaliser. Et pour délocaliser, il faut qu'il y ait la main-d'œuvre qui puisse suivre, mais il faut qu'il y ait l'ensemble de la chaîne en fait, y compris la formation. Donc ça passe aussi par l'enseignement avec des filières adaptées aux outils qu'on va fabriquer et qu'on peut développer. Mais ça passe par un financement aussi, parce que l'État doit créer le cadre et créer les incitants, parce que celui qui vient investir, par exemple, est intéressé de savoir que, dans un premier temps, la matière qui va arriver, qui va être importée avant d'être transformée, n'aura pas des frais de douane contraignants. Il doit aussi savoir être assuré par la fiscalité. Donc, il y a des incitants que l'État doit mettre en place, qui permettent alors de créer, au final, l'écosystème. Je parlais de la formation, ça peut commencer, ce n'est pas qu'au niveau universitaire, mais ça peut commencer déjà de base aussi dans les écoles primaires, par exemple, parce qu'aujourd'hui on parle de la tech, donc ce genre d'accord est parfois tel que l'investisseur peut prévoir un volet pour lequel on peut équiper des écoles aussi en matériel informatique, pour dire des choses comme ça. Je parle du primaire, le secondaire, on peut faire des filières caractéristiques aussi, et puis le supérieur, bien entendu. Donc, on crée des filières qui sont adaptées aux produits qu'on veut fabriquer.
Et c'est pour ça qu'il y a aussi le souci d'intégration. Il y a un écosystème qui reprend plusieurs acteurs, et puis il y a une intégration par rapport à la réalité locale. Donc, est-ce que le Cameroun peut le faire demain? Le Rwanda, pour le moment, a trouvé un accord avec Volkswagen pour monter des voitures. Mais ces voitures-là sont destinées au marché local ou sous-régional. Est-ce que le Cameroun peut? Le Cameroun a le potentiel, vu sa situation géographique, de ravitailler la sous-région de l'Afrique centrale. Et donc, il y a une accessibilité portuaire, et ainsi de suite, mais il y a l'infrastructure qu'il faut créer. Donc, si la volonté est d'avoir une usine ou de l'industrie, de se lancer dans l'industrie automobile, il faut que le tout soit conçu et pensé, y compris pour créer l'infrastructure, le cadre légal et les incitants pour que les investisseurs viennent sur place monter alors ce type d'industrie qui se fait étape par étape avec la question de la confiance. J'insiste dessus parce que l'investisseur, s'il n'a pas la confiance, il ne viendra pas. C'est ici que prend fin cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.